Un extrait de la poésie Prière la petite enfant maigre de Guy Tchégolien par Noah Manguin. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. J'ai beaucoup marché depuis le champ du feu. Et le monde est là-haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois où glissent les esprits que l'eau vient chasser. Je veux aller pieds nus par le sentier brûlé qui longe vers midi le matin. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des bois. Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba, de Coperlapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans leur livre. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs du baguette. Ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Extrait de prière d'un petit enfant nègre de Guy Tchégolien. Prise de parole dans le parc municipal, M. Jean-Claude Villemin, maire de Creil et conseiller départemental de l'Oise. Madame la ministre, chère Erika, Monsieur le député, cher Michel, Madame la conseillère départementale, chère Yann, Madame la conseillère régionale, excusez-moi. Mesdames, Messieurs les élus de Creil et des environs, Mesdames, Messieurs les représentants de l'association, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le préfet, ne disait pas protocolaire républicainement, je tiens quand même à souligner votre présence ici à Creil, parce que vous ne nous faites jamais défaut. Nous aspirons toutes et tous à vivre dans une société apaisée, une société juste et fraternelle. Et pourtant, si ce souhait nous est cher et paraît légitime, pour ne pas dire impérieux, il n'en demeure pas moins malheureusement un combat quotidien et toujours d'actualité. Alors continuons de clamer et d'exiger que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme. Continuons de le dire et répétons-le, nous ne dirons jamais assez. C'est à nous qu'échoit le poids de cet héritage. S'il nous manque pour décrire l'inhumanité de cette histoire tragique que fut la traite négrière, c'est pourtant à nous que revient le devoir de redonner un nom et une dignité à ces millions de victimes. De cette tragédie, de la chronique de leur calvaire, est né tout un peuple, une identité, le peuple créole, qui trouve ses racines dans le colonialisme et l'esclavage. Il aurait fallu du courage et des sacrifices, car il n'y a pas de liberté sans courage. On ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère toujours lui-même. Le peuple brise toujours ses chaînes. Combien d'enfants arrachés à l'Afrique, arrachés à leur famille, à leur terre natale aura-t-il fallu? Quelles atrocités, quelles humiliations aura-t-il fallu pour que la liberté finisse par s'imposer? Ce long chemin, cette lutte acharnée force l'admiration et au respect vis-à-vis de celles et ceux qui incarnent la résistance et le combat pour la liberté. Victor Hugo a écrit « Un petit peuple libre est plus grand qu'un grand peuple esclave ». Nous savons bien
ont rarement accès à l'écriture, et c'est donc à nous, aujourd'hui, que revient le devoir de leur redonner une voix, celle d'écrire leur histoire. Pour nous, ne resteront à jamais les millions de victimes de la haine, du rejet, de la barbarie. À quoi bon les estimations et les décomptes? Ils étaient en tout cas des millions. Envoyés dans les entrailles insalubres des navires négriers, dans des conditions inhumaines, pour être finalement vendus sur des places publiques. Pour celles et ceux qui survivaient à la traversée, le pire était souvent à venir. Devenus esclaves et forcés de travailler dans les mines, les champs, les maisons, les plantations, lorsqu'ils n'étaient pas réduits en esclaves sexuels, la survie était leur préoccupation quotidienne. Avec comme seul méfait d'être né noir, tant de vies brisées, tant de souffrances, et cette plus quotidienne pour la survie. Douleur, désespoir, humiliation et insultes rythmaient leur vie, qui n'en était plus une. Leur longue souffrance ne finissait jamais, se transmettant de génération en génération, comme un destin tragique que les enfants héritaient de leurs parents et contre lequel ils semblaient ne pouvoir rien. Privé de sa liberté ne serait-ce qu'un seul homme, lui ôter absolument tout ce qu'il possède, jusqu'à son nom et son humanité. Comment peut-on imaginer que des hommes en soient capables? C'est donc à nous que revient ce devoir de dénoncer les actes odieux, nous indigner, nous élever contre ceux qui salissent encore aujourd'hui l'humanité. C'est une dette morale, un héritage qui ne trouvera jamais de réparation. Comment d'ailleurs le pourrait-on? La servitude et ses martyrs, la sueur de leur travail, le travail de leur chair, sous le soleil implacable, le sang versé dans les champs, comment l'humanité peut-elle tolérer un pareil crime? Alors, si nous sommes réunis devant cette stèle, faite d'une plaque de verre gravée des noms et des matricules des victimes de la traite négrière, c'est pour prouver que le sang ne sèche pas en entrant dans l'histoire, que les blessures morales ne se referment jamais, que le travail mémoriel doit être préservé et encouragé. Avec la loi Taubira du 10 mai 2001, reconnaissant le caractère de crime contre l'humanité, de l'esclavage et de la traite négrière, et avec l'instauration du journée nationale de commémoration, avec l'inauguration du centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, le Mémorial Act, l'an dernier, les choses évoluent sur le plan national. Alors que certains appellent à l'amnésie, à l'oubli au nom de l'unité républicaine, la vérité c'est qu'au contraire, la mémoire s'affirme contre les ressentiments, les colères ou les absences. Ce devoir de mémoire, nous le devons à toutes les victimes, au nom du principe d'équité entre tous nos concitoyens. Il est de notre devoir de prendre en charge la mémoire des victimes des crimes contre l'humanité. Avec nos 113 nationalités qui composent notre ville, jeunes et multiculturelles, les Crioises et les Criois sont le parfait exemple de ce que nous avons à gagner en dépassant les clivages et les différences pour au contraire en tirer notre force. Nous sommes fiers que notre ville s'engage depuis longtemps aux côtés des associations que je tiens à saluer pour le travail admirable de leurs bénévoles, ceux de l'association des Antillais de Creil et du comité de la marche 98. Pour conclure, comme chaque année, chaque 23 mai, j'ai à cœur de l'intervention de citer les paroles d'hommes et de femmes, penseurs et écrivains des Caraïbes, qui portent dans leur sang et leur histoire personnelle cette histoire. Néanmoins, cette histoire, oui, c'est la leur, mais c'est aussi la nôtre, c'est l'histoire de nous tous. Cette année, j'aimerais donc emprunter les mots d'un Européen, et en l'occurrence d'une femme, qui, à une autre époque et dans un autre contexte, a été victime de la haine et des humiliations. Permettez-moi de reprendre ces mots de Germaine Tillon, qui disait que l'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui en est victime, mais celui qui en bénéficie. À l'équité. Je vous remercie. Prise de
parole à Mme Bettina Bellon-Mangin, présidente de l'Association des routiers de Creil. Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le vice-président du CM 98, Charles Menuel, Monsieur le député de l'Antenne-Oise, cher Gérard, Mesdames, Messieurs les représentants de l'association, Mesdames, Messieurs, au nom de l'association des Antillais de Creil, je vous remercie de votre présence et de pouvoir partager avec vous mes interrogations et mes émotions aujourd'hui. En préambule, je tenais à expliquer dans un premier temps pourquoi l'association des Antillais de Creil rassemble les adhérents et la communauté creilloise à ce même endroit chaque année. Nous sommes une association à vocation sportive et culturelle, mais commémorer les victimes de l'esclavage, nos aïeux, c'est pour nous un devoir de mémoire, afin qu'il ne s'agit pas pour nous de culpabiliser ou d'accuser, mais d'honorer nos valeureux ancêtres, victimes de la stupidité et de la cruauté, d'éduquer nos enfants afin de ne plus permettre à de telles monstruosités d'avoir cours au sein de la République, voire de l'humanité tout entière. Informer les citoyens sur une triste époque de l'histoire de la République, mais c'est notre histoire commune, il faut l'assumer. De se rappeler que l'histoire de l'homme noir ne commence pas avec l'esclavage. De mieux se connaître pour apprendre à vivre ensemble en toute harmonie, tolérance et respect. Madame la secrétaire d'État, sachez que c'est un honneur pour nous, ultramarins de Creil et de la région Picardie, de vous recevoir aujourd'hui. À chaque fois que nous avons fait appel à la République, vous avez répondu présent. Nous avons eu plaisir l'année dernière à commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage et inaugurer notre monument de 213 noms des Antillais de Creil et de la région en présence de la ministre des Outre-mer. Pour moi, il est important de se retrouver, de se souvenir, de se rappeler, dans un but d'apaiser les mémoires, mais plus encore de soutenir et amplifier le travail commencé avec le comité Marche du 23 mai 1998, qui est un entrepreneur de la mémoire, piloté dans la région par Emmanuel. Les Antillais, les Guyanais et les Lyonnais sont nés dans un crime. Avec une naissance pareille, le premier choix, lorsque l'esclavage disparaît, c'est d'oublier. Mais en définitive, aucun ne veut oublier. Alors, il est nécessaire que les descendants d'esclaves se réconcilient avec eux-mêmes et leurs aïeux. C'est ce travail de généalogie que j'ai fait et qui me permet aujourd'hui d'en citer 4 de mes ancêtres. Jean Golium, matricule 2557. Augustine Maès, matricule 6774. Elisa Onesta, matricule 2630. Et Jeanne Rose Civil Mongin, matricule 589. Lorsque je cite mes aïeux, un sentiment de fierté m'envahit et je ne suis plus en décalage avec mon histoire. Monsieur le maire, je tiens à remercier l'engagement de la municipalité de Creil qui tient compte du travail réalisé et effectué par notre association. D'ailleurs, elle nous accompagne depuis 23 ans déjà et j'aimerais que les politiques, la République portent une attention particulière aux demandes de chaque association sur la question de l'esclavage et nous permettent d'avancer plus sereinement dans notre travail de mémoire. Madame la secrétaire d'État, il faut mettre en place une politique mémorielle et la proposer au gouvernement. Vous savez bien que le peuple qui ne peut s'affilier à ses aïeux est un peuple en errance identitaire. Et cela ne s'arrête pas uniquement là, avec une incapacité à monter des projets communs. Il y a beaucoup de réflexions et d'actions à mener. Je fais de vous aujourd'hui mon messager auprès du gouvernement. Je demanderai aux entrepreneurs de la mémoire de transmettre leur savoir et à nos enfants de faire en sorte que ces recherches soient pérennisées et de partager afin d'arriver à une cohésion sociale. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le maire, je m'aurais terminé lorsque j'aurais pris le temps de remercier tous les acteurs qui ont fait en sorte que cette cérémonie prenne forme.
membres du bureau de l'AC, Marc, Urbain, Evelyne, Marie-France, Harry, Louis-Joseph, les membres du comité pilotage, Nicole, Jocelyne, Gérard, Éric et Emmanuel, les associations de Martinique qui nous ont accompagnés, Méru, Crépi, Ambalois, Berne, et tous les représentants d'associations ayant travaillé avec nous. Je remercie le maire et la municipalité de Creil, le grec de la ville de Creil, bien sûr, et tous les services de la mairie ayant œuvré pour la mise en place de l'organisation et de la manifestation. Enfin, je réclame de chaleureux applaudissements pour les classes de 4e du collège Jean-Jacques Rousseau de Creil et leurs professeurs M. Posé et Mme Soulier qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Merci. Prise de parole par M. Emmanuel Bardin, vice-président du comité marche 98. Madame la secrétaire d'État, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les hommes et les femmes politiques en programme d'égalité, Messieurs, Mesdames, les présidents d'associations ainsi que les membres bénévoles qui sans cesse se soumettent au ouvrage de leur métier, aux enfants des écoles qui sont parmi nous, Monsieur le maire, cher Jean-Claude, je vous remercie de cette nouvelle opportunité, de cette belle manifestation qui a lieu aujourd'hui en l'honneur des victimes de l'esclavage colonial. Je voudrais revenir sur le sens profond de ce monument que vous avez là. 213 ans. Pourquoi 213? Parce que 213 ans, c'est la durée de la colonisation, c'est la durée de l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique, un peu moins de 200 ans à la Réunion et à la Guyane, avec les colonisations plus tard. Ces noms qui sont inscrits là, en fait au départ, n'étaient que des prénoms et des numéros, donnés comme cela à du bétail humain, à ces gens qu'on appelle les esclaves, et que nous avons décidé, dans notre démarche mémorielle, d'honorer. Ce sont nos parents. Ce sont des survivants d'un crime dont nul n'a besoin de rappeler les détails macabres. Mais il suffit simplement, tout simplement, de se dire que des humains ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas aller en justice, n'avaient qu'un seul devoir, c'est de travailler pour un maître qui avait le droit de vie et le droit de soi. Et ces personnes-là, les souvent, il n'y avait pas de père dans les familles, parce que, évidemment, le dit du roi Louis XIV, qu'on appelle le Code noir, disait que les enfants appartiennent au maître de la mer et suivent la condition de la mer. Quand on voit la mer, on voit la mer avec les enfants. Le père, la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, nos pères sont présents dans nos familles antillaises? Je me pose la question. Ce que je voulais dire, et surtout qui me paraît très important, c'est que des individus dans un pays qui en 1789 a déclaré la liberté des droits de l'homme et du citoyen. Au même moment, on a eu qui est écrit là, Georges Didoriki, numéro 2660, né en Afrique, et était esclave de la France. Alors, nous avons décidé de réfléchir un petit peu à ces humains qui, après l'abolition de l'esclavage, devenaient libres. Qui étaient-ils? Qu'avait-il dans leur tête? Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. On leur a dit, vous êtes libres, les hommes, vous êtes citoyens, vous pouvez voter. Comme ceux qui n'ont pas de nom. On leur a donné des noms. On les a nommés tous. Alors, la règle était simple. Nommer les noms du calendrier grégorien,
l'élément d'histoire ancienne, le nom gordien, c'est le nom de l'empereur romain. En 238, a régné toute la vie. Donner des noms variés à l'infini en intervertissant des lettres de mots pris au hasard. C'était aussi la règle. C'est comme ça que notre footballeur connu Thuram, en fait, c'était Mathurin. On a tout mis encore dans le pain, ça le Thuram. C'est comme ça, mesdames et messieurs, que 90 000 Guadeloupéens, 68 000 Martiniquais ont été nommés. Nous avons retrouvé 120 000 des 150 000 qui ont été nommés à ce moment-là. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons dire, pour les Guadeloupéens martiniquais, c'est fait. Nous allons continuer avec les Guyanais et les Réunionnais. Nous avons déposé auprès du gouvernement un projet qui est chiffré, qui est calibré de faire un mur des noms à Paris avec le nom de tous les esclaves. Je dis bien tous les esclaves des colonies françaises. Alors, nous avons pris notre responsabilité d'aller un peu plus loin, mesdames et messieurs. Nous avons début mai pris l'initiative de créer une fondation que nous avons appelée Esclavage et Réconciliation. Cette fondation a été créée par des descendants d'esclaves, des descendants de colons, des descendants d'Indiens engagés, des chefs d'entreprise, des artistes, des hommes de culture et de lettres. Et toutes ces personnes ont dit oui, il est temps que nous aboutions avec cette mémoire conflictuelle qui veut que le noir noir, comme on dit chez le noir bleu, soit tout au bas de l'échelle, que le blanc blanc jaune soit tout en haut de l'échelle. Il faut arrêter avec ce racisme ordinaire tout le temps dans lequel nous avons été construits. Il faut dire que nous avons été construits dans ce racisme ordinaire. Et je pense qu'avec ce travail, d'exhumer les noms de ces personnes qui sont nées dans ce système, qui ont vécu ce crime contre l'humanité. Je vous signale que déjà en 1842, ils doivent chercher encore à l'aide d'un attentat à la dignité humaine. Il disait dans un écrit que j'ai retenu presque par cœur, l'esclavage dans l'homme vicieux. La peur, le concubinage sont un attentat à la dignité humaine. Il parlait comme ça de nos parents. En plus, il parlait de ça au maître esclavagiste qui disait justement l'un de mes amis qui est là-dessus, qui s'appelle Besco. Je vais terminer en vous disant deux choses très simples. Je vais raconter une petite histoire très très simple. Je suis allé au Bénin début février 2016. Parce que nous avons proposé au gouvernement béninois qui a accepté de faire un monument des noms sur la place de Ouida au Bénin. Ouida, c'est le port ouvrier qui font partie plus de 90% des Antilles. Nous avons proposé donc au gouvernement béninois de faire ce mur des noms, ils ont accepté. Ils nous ont demandé de revenir, je suis allé donc en février 2016, et ils ont mis à notre disposition 3 hectares de terre pour faire ce mur. Les gens que nous amenons là-bas, je dis bien les gens, nos parents, ce sont ceux pour lesquels il y avait la mention nés en Afrique. Donc on est sûr que ceux-là, ils venaient d'Afrique, ils sont arrivés au pays. Eh bien, on va les ramener là-bas. Ce que je dois vous dire, c'est qu'au cours de ce voyage, j'ai eu l'émotion de ma vie parce que j'ai retrouvé l'ethnie dans le village de Sion, au Bénin, de ce monsieur qui est inscrit ici, Georges Dibouriki, dont papa nous a toujours raconté, depuis le plus jeune âge, qu'il venait en Afrique, il avait été esclave, et c'est le premier à avoir porté le mortier à Cormier en Guadeloupe. Comme les choses ne sont jamais simples. Dans ce village où on m'a accueilli, on a fait planter un palmier. On m'a dit voici ton terrain, quand tu reviendras, c'est là où tu feras ta maison. On m'a dit l'année prochaine, quand tu reviendras, on te confiera un enfant, parce que tu es de la famille. Et tu apprendras autre chose, tu montreras l'Europe, tu montreras la Guadeloupe. Et quand je suis rentré en France, j'ai eu une belle aventure extrêmement importante. J'ai rencontré le descendant de Colomb, qui était le maître de ce tailleur qui est inscrit ici, Blaise Colin, 1998. Il s'appelle M. Butier. Il a demandé s'il voulait rencontrer Emmanuel Gordien parce que
Emmanuel Mondien était le descendant des esclaves de ses ascendants à lui. Là, je veux le rencontrer. Nous avons rencontré pendant 3 heures. Ça s'est terminé par les échanges de photos de nos enfants respectifs. Et nous avons pris la décision que désormais, nous allions rentrer dans un processus de réécriture de l'histoire. Nous avons oublié, moi, les documents que l'on a échangés. J'ai, moi, les documents qu'il n'a pas. Le testament de son arrière-arrière-grand-mère qui possédait mon aïeul d'Escole. Nous avons fait des échanges déjà d'expérience. Et enfin, je dois vous dire que nous allons, au niveau du CN 98, prendre nos responsabilités. Nous avons entendu que le gouvernement le Tibet, par la voix de son président M. Hollande, a proposé aussi la création de notre nation. Nous nous inscrivons d'emblée comme des partenaires potentiels de cette fondation, si elle va jusqu'au bout. En tout cas, nous irons jusqu'au bout. Ce matin, nous avons fait une conférence de presse avec tous les acteurs de cette fondation que nous avons créée, Esclavage et Réconciliation. Nous avons défini un programme de travail à 3 points que je n'ignorais pas, mais que vous en avez parlé très tôt. Et ce que je dois vous dire, c'est que j'espère que cette fondation, Madame Secrétaire d'État, je vous prends à témoin, qu'a présenté M. Hollande, ne soit pas un abandon des politiques publiques de la République sur cette question de la mémoire de l'esclavage. Ce serait dommage. En tout cas, nous serons vigilants, nous serons des partenaires, parfois activants, nous le sommes, il le faut, parfois. Mais je vous dis que nous allons continuer. En fait, je voulais solliciter l'appui de tous. Jean-Claude Petit, je sais que je l'ai, et de tous les autres. Notre revendication pour ces parents dont on a beaucoup parlé, et qu'il y ait une date dans le calendrier républicain français. Nous avons cette date, c'est le 23 mai que nous proposons. Parce que le 23 mai 1998, il y a une grande marche où 40 000 descendants de ces personnes ont dit simplement, vous êtes nos parents et nous voulons vous aimer. Nous voulons donc, et d'ailleurs c'est cette marche qui a été à l'origine de tout ce mouvement mémoriel auquel on assiste encore aujourd'hui. Cette marche est une marche référente, c'est une fondation de quelque chose de nouveau. Je souhaite donc qu'on aille plus loin que la sécurité. La sécurité dit effectivement qu'il y a une date, mais je souhaite vraiment que la République, pour régler une question historique, qui est celle des droits de l'homme, rétablisse tous ces esclaves dans le droit humain, en justement proclamant en France cette journée pour soigner les victimes de l'esclavage colonial. Secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle. Monsieur le maire, cher Jean-Claude, monsieur le député, cher Michel, mesdames conseillères régionales et conseillères départementales, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, je voudrais saluer bien sûr chacune et chacun d'entre vous. Alors je ne sais pas si les jeunes sont encore tous là, mais s'ils ne sont pas là, je les salue quand même. Je salue les professeurs aussi qui ont mené ce travail de mémoire avec la jeunesse et finalement aujourd'hui nous sommes sur un temps de passeurs de mémoire et passeurs de l'histoire. Depuis 10 ans, finalement 10 ans seulement, la France commémore le crime de l'esclavage, sa traite et leur abolition. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une mémoire froide que certains voudraient reléguer. La mémoire de ceux qui ont subi la soumission à l'homme par l'homme n'est pas un passé. Elle est un objet vivant que nous devons sans cesse raviver,
pour connaître ce qui fait notre identité et inspirer notre action. Paul Éluard écrivait « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons ». C'est selon moi l'esprit qui préside à notre cérémonie d'aujourd'hui. Faire en sorte que la voix des esclaves ne s'éteigne pas et continue de résonner dans nos esprits. Car cette tragédie à la fois terrible, longue, constitutive de notre passé, nous éclaire sur notre avenir. C'est un fait. L'histoire nationale, les impératifs du souvenir et la représentation de l'avenir sont liés. La mémoire est à la fois un patrimoine et un destin commun. Elle ne doit pas être le carburant de la rancœur, ou pire de la vengeance. C'est par son étude lucide, objective et dépassionnée que nous parviendrons ensemble à réduire la fracture sociale et les fractures coloniales et à bâtir la France de demain. Revenir sur l'esclavage, c'est se rappeler le poids des chaînes, du fer, des menottes, la dureté des coups de fouet, des punitions, les captures dans les contrées d'Afrique, les voyages dans les cales sordides des navires, et pour ceux qui en sortaient, la chaleur suffocante des champs et des colonies. Mais revenir sur l'esclavage, c'est ne pas oublier le formidable esprit de résistance, les marronnages dans les forêts tropicales, la force tant mentale que physique de ceux qui ont tenté de dire non et de s'extraire de leur infernale condition. Il ne faut jamais, en effet, oublier les combats, des siècles durant, que ces milliers d'hommes et de femmes résistants de l'intérieur, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Haïti, à Saint-Louis du Sénégal, sans le sacrifice de ces nègres marrons, sacrifice longtemps méconnu, souvent occulte. Le combat essentiellement politique et parisien de Schœlcher aurait été bien inutile. L'esclavage, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, réduits à l'état d'objets, à qui le principe même d'humanité a été nié. Tout dire et retenir. Voilà ce qui a présidé à l'élaboration de la loi du 21 mai 2001 sur la